Bonjour tout le monde! Écoutez, on est de retour avec Jacques Nantel qui, la semaine passée, on a eu des petits problèmes, comme plusieurs d'entre vous le savent, et ont été témoins. Ça a été un peu comme un coït interrompu, Jacques, ce qu'on a vécu vendredi. Je te laisse la responsabilité de tes paroles, mais enfin, oui, on peut dire ça. En tout cas, c'était quelque chose d'agréable qui était arrêté de façon trop rapide. Donc, on va dire comme ça. Donc, écoute, c'est plate de vivre avec. Mais je peux te dire que beaucoup de gens étaient très intéressés par tes propos. Donc, je suis vraiment content que tu sois de retour avec nous. Merci. Puis qu'on t'entende vraiment bien en plus de tout ça. Ben merci. Je vais faire du product placement. Merci à Adviso pour m'avoir fourni un microphone qui avait de l'allure. Alors, si vous m'entendez, messieurs, dames, c'est grâce à Adviso. Ben écoute, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est franchement, vraiment. Donc, de toute façon, tu as tellement d'initiatives. D'ailleurs, c'est une des choses que je voulais dire à la fin, mais tant qu'à être là-dedans, tu parles tellement sur différents endroits. C'est où qu'on peut t'entendre ces temps-ci, là? Ben, ces temps-ci, à différents, je fais quelques podcasts comme ça. Il y en a un qui s'en vient, une série qui s'en vient sur les détaillants. Alors, une série de 10 qui va être initiée par Montréal Mode. Mais ça ne touche pas uniquement le domaine de la mode et du vêtement. C'est des entrevues avec des détaillants. Okay. Alors, la vie en rose, de serre, des grands, des petits, Dime, toutes sortes de monde. On va commencer bientôt, d'ici 2 semaines. Mais pour ce qui est des... On va trouver ça où, ça, Jacques? Où c'est qu'on va faire... Ça va être sur le web. Ça va être annoncé. En fait, même le calendrier va être annoncé d'ici quelques jours. OK. Et le premier va être Marc Desserre. Et on peut m'entendre également de temps en temps au bulletin de nouvelles, Pénélope le matin de temps en temps, Isabelle Maréchal, mais surtout du côté de Toronto. Je ne sais pas pourquoi, ça a l'air que je suis maintenant de plus en plus du côté de Toronto. Wow! Hey, j'espère que quelqu'un, en tout cas, j'espère qu'on va te garder pour nous un petit peu quand même, parce que, en tout cas, on aime bien t'entendre, Jacques. Donc, Jacques, pour ceux qui ne savent pas, puis j'attends un peu, les gens arrivent et on était à peu près à 80 personnes. Tantôt, fait qu'on laisse un peu en même temps, on se présente tranquillement. Fait que Jacques, c'est un ami, premièrement, c'est un aviseur, puis un communicateur d'exception, là, puis il a une très grande générosité tout le temps, autant avec ses propos qu'avec son temps. Merci, Jacques, donc d'être là avec nous. Puis comme je disais l'autre fois, c'est Jacques, c'est une personne qui sait faire la différence entre une tendance de fond, puis une tendance durable, structurelle, puis une tendance passagère. Donc moi, c'est ça que j'adore dans ton point de vue. Tu es capable de nous aligner vraiment vers, de nous faire profiter de ta sagesse. Donc, tu avais commencé la semaine dernière en nous disant qu'est-ce que le consommateur vit actuellement. As-tu des choses à ajouter? Parce que là, il y a quand même des choses qui sont sorties depuis. Là. On a Aldo, pas plus tard que ce matin, qui nous a annoncé qu'il était sous la loi de la protection de la faillite. C'est quand même un détaillant extrêmement important. Bien sûr, c'est le détaillant canadien qui a le plus d'envergure au niveau international. C'est ça, je pense que c'est comme entre 2 000 et 3 000 magasins, quelque chose comme ça. Là. Oui, absolument. C'est autour de 3 000, tout à fait. Maintenant, bien que ça soit évidemment pas une bonne nouvelle, on s'entend là-dessus, il faut bien comprendre que ce que l'on vit en ce moment, c'est l'accélération, mais vraiment à grande vitesse, là, sur quelques mois, de ce qui se serait produit sur 4 ou 5 années. C'est un lieu commun maintenant de dire qu'on s'en va de plus en plus vers du commerce électronique avec certaines formes de présentiel, on y reviendra un peu plus tard. Mais ça a pour impact, évidemment, de changer complètement le marché de l'immobilier commercial. Alors, ça, c'est justement, il y avait Cominor. Ce matin, il y avait un article, un communiqué de presse que Cominor a sorti. Cominor, qui, je pense, dans les top 3, certainement, propriétaires d'immobilier commercial. Oui. Et qui ont reçu seulement 40 de leur loyer en avril. Donc, ça... Oui, 40 c'est exactement la moyenne. Alors que tu prennes le groupe Trudel, que tu prennes Yvonne, Cambridge, Cominor ou autre, c'est à peu près, ça tourne autour de ça. Le gouvernement fédéral est intervenu, donne un coup de main, mais c'est très, très, très difficile. Et il faut bien comprendre que à quelque part, ça va laisser une trace. Ce que l'on voit apparaître, c'est le sillon qui avait déjà commencé à être tracé
avant la crise de la COVID-19, mais qui va s'accélérer. Hein. Tout ça se passe sur quelques mois. Bref, il y a beaucoup de détaillants qui se rendent compte que toute la notion du legacy, c'est-à-dire avoir des baux qui sont chers, qui sont nombreux, avoir des inventaires répartis sur plusieurs magasins. Si tu as 3000 magasins, puis tu as, je sais pas moi, je vais prendre un chiffron, là, 200 paires de chaussures avec chacune 5 tailles, 8 couleurs, fais le calcul. Tu es 40 fois 2000 paires de chaussures fois 3000 magasins. La probabilité que tu ailles la mauvaise paire de chaussures au mauvais endroit est quand même assez élevée. Puis, tu as un prix à payer qui est de payer des loyers partout. Mais ça, on le savait. Mais tu vois, on a M. Kefelou là, qui est présent, qui nous dit qu'Aldo avait une très belle présence électronique. Ah oui. Non, ça, c'est un joueur qui a longtemps été nommé comme un modèle souvent là, par rapport à… Oui, tout à fait. Mais absolument, c'est un précurseur. Mais c'est justement parce que tu as des détaillants qui avaient déjà une très bonne présence web, qui sont aujourd'hui en mesure de comparer les deux, qui se disent, écoute, en ce moment, heureusement que je suis sur le web. Et là, ces détaillants-là se disent, quand bien même que demain, ce qui, on l'espère tous, là, mais qui n'est pas encore fait, quand même que demain, on aurait un vaccin et que 7 milliards d'habitants se voyaient être vaccinés à l'intérieur d'une semaine, il y aurait quand même, malgré tout, une certaine réticence à aller magasiner comme avant la crise, pas uniquement pour des raisons de santé, également pour des raisons de fonctionnalité. C'est que ce que l'on vit depuis 2 mois maintenant, c'est horrible, mais en même temps, ça apprend aux consommateurs que, ben, écoutons, il y a moyen d'avoir plein de produits sans nécessairement prendre le risque ou le coût de faire un déplacement. Ça, beaucoup de détaillants le savaient, ceux notamment qui avaient investi comme Aldo, mais comme Simons, comme bien d'autres, dans une structure web adéquate et qui se disent, ben maintenant, la preuve est assez faite que c'est beaucoup plus rentable de fonctionner avec des entrepôts centralisés, puis avec une flexibilité que ne permet pas le fait d'avoir 3000 magasins. Le fait d'avoir 3000 magasins ou 300 magasins, peu importe, là, offre une chose que le web ne permet pas, c'est l'expérience. Ça, c'est extraordinaire. Mais en ce moment, on s'entend que l'expérience, la marque quand même, là, la présence, ça a un impact énorme sur la notoriété de marque quand même, d'avoir cette présence physique-là. Je sais pas. Probablement pas le prix du loyer, mais qui est quand même un impact important. Oui, il y a tellement de façons d'être vu. Hein. Regarde, dis ça à n'importe quel grand comédien en ce moment, n'importe quel acteur d'Hollywood, que sa marque, elle est essentielle parce que pour être essentiel, il faut qu'il soit vu partout tout le temps. Il va dire, non, regarde, moi, ça fait des années que je suis virtuel dans des films, puis les gens me connaissent pas mal. Hein. Je ne suis pas convaincu. Non, de toute façon, après ça, c'est une question d'argent. Si tu prends ton argent de loyer et tu la mets en marketing, on s'entend que tu peux avoir de la visibilité pas mal plus pour le même dollar. Là. Je disais juste que c'était un des aspects que ça amenait d'avoir un footprint de briques et mortier, disons. Absolument. Hey, Jacques, avant de parler de grande accélération, puis c'est un terme que j'ai entendu cette semaine, on peut-tu se décélérer un peu en se buvant quelque chose? Parce que c'est un apéro, cette affaire-là, on n'a pas parlé de ça. On est allé un peu trop dans le vif du sujet. Donc, Jacques, toi, tu bois quoi en cette belle après-midi? Moi, je bois un cidre. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez, moi, je suis plus maintenant cidre que vin. D'autant plus que maintenant, il s'agit de mon cidre, de notre cidre, parce que je le fais avec des amis et un de mes fils. Alors, il s'agit du domaine Saint-Placide 2019. C'est un cidre qui est extraordinaire parce que c'est un mélange, en fait, c'est un mélange cidre et poiré, parce que le cidre, c'est fait avec de la pomme, le poiré est fait avec de la poire. Et j'ai ici des sortes de poires très particulières. Ça ressemble à une Bartlett, donc la poire verte qu'on connaît, mais qui est très, très acide, mais qui fait un alcool absolument extraordinaire. Alors voilà, c'est un mélange de tout ça. Alors, santé. Et bon, toi, santé aussi, moi, je bois du Sapporo avec un petit peu de jus de yuzu dedans parce que c'est frais, puis parce que je donne un cours, imagine-toi donc après. Je donne un cours à mes étudiants de MBA ce soir, donc il faut quand même que je sois... Et je sais que si je tombe dans le vin, je vais être un petit peu trop amoché pour mon cours tantôt. Bon, alors on va leur souhaiter un bon cours ainsi qu'à toi. C'est toi qui m'as référé à HEC, donc je voudrais quand même te faire bonne impression. Ça fait quelques années déjà, mais quand même. Donc, santé, Jacques. Santé.
Un jour, je te raconterai 2-3 anecdotes sur des cours qui avec des collègues de l'époque qui avaient eu un peu moins de retenue. Ben, en ce moment, avec les vidéoconférences, le cours en vidéoconférence, les étudiants boivent du vin pendant le cours. Ça, je peux te le garantir. Ah, ça, et ils ne se gênent pas. C'est pas mal, ça. Je vais te raconter très rapidement. J'ai le droit, semble-t-il, à une anecdote. Vas-y. Un apéro, là. Il faut que ça soit un peu léger, cette affaire-là. J'ai le droit c'est ça, une anecdote. Alors, ça sera celle-ci. En 2000, j'étais directeur des programmes au HEC, puis on avait introduit, en fait, en 99, lorsqu'on est déménagé à l'édifice Côte-Sainte-Catherine, tous les étudiants avaient un laptop. Ce qui était, évidemment, aujourd'hui, c'est commun, là, mais il faut se rapporter, il y a 20 ans, c'était très innovateur. Et ça, c'était avant la chute des dot-com. Tu donnais un cours, puis surtout au MBA, puis tous les étudiants faisaient du day trading. Ils étaient tout en train de jouer à la bourse, puis ils écoutaient plus ou moins ton cours. Puis la bourse a planté, mais bien comme il faut, exactement en plein milieu du semestre. Et c'est fascinant de voir à quel point, par la suite, là, pouf, ils écoutaient tous. Ah oui, hein, ça les groundait. Hein? Oui. Les corrections ne sont pas qu'à la bourse. OK. Écoute, Jacques, on parlait l'autre fois, puis il y a un point que tu avais touché. Je t'avais posé la question sur les budgets discrétionnaires des Québécois. Parce que là, on a vu, là, il y a comme certains magasins ont réouvert en dehors de la région de Montréal. Mm-hmm. Apparemment, dans l'essentiel ou dans certaines catégories, il y a eu vraiment des spikes. Là, là, les gens ont fait le line-up pour acheter des élastiques chez Bouclair pour se faire des masques. On a tous vu ça. Mm-hmm. Mais dans le non-essentiel, c'était hit and miss. Donc, le consommateur, il y en a-tu de l'argent disponible pour aller justement magasiner du non-essentiel ou il n'y en a pas? Il est-tu en mode je garde mes sous pour une autre pour plus tard? Bon. Bonne question. C'est là où la différence statistique entre une moyenne et un écart type devient important. Certains consommateurs ont beaucoup de liquidité, mais la très, 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 très grande majorité ont très peu de liquidité. Juste pour se situer... Ils sont surendettés. Oui. Alors, on va retourner, si tu permets, 1er février. OK? 1er février, on entend parler un peu de la COVID, mais c'est lointain. Dans notre tête, ça ne s'en viendra jamais ici. 1er février, le consommateur canadien moyen a un endettement de 170 % de ses revenus nets par année. C'est beaucoup, là. Pour bien faire comprendre, c'est je gagne 100 000, donc j'en dois 170 000. Beaucoup de personnes, lorsqu'on dit ces chiffres-là, disent « Ouais, mais regarde, il y a de la dette hypothécaire là-dedans, il faut faire attention. » Au Québec, c'est 40 % des gens qui ont une maison. En fait, mêlé à 50 %, c'est 44 %. Qui sont propriétaires. Qui sont propriétaires, mais toutes ces personnes-là n'ont pas nécessairement une hypothèque. Alors, dans le fond, tu as, grosso modo, à peu près 30 % des gens ont une hypothèque. Donc, ça veut dire que le 179 %, c'est de la dette, ce qu'on appelle la dette rotative, là, ou de la dette de carte de crédit. C'est le voyage que j'ai fait à Cuba il y a 2 ans puis que je n'ai pas encore fini de payer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Donc, mais en même temps, on ne peut pas vraiment blâmer les consommateurs parce que les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils se disent pourquoi m'en priver? Le hic, c'est qu'au même moment, toujours au 1er février, la moyenne des consommateurs canadiens avait pour l'équivalent d'une semaine de revenus en épargne. Une semaine de revenus en épargne, là, mais un revenu de 100 000 là, c'est 2 000 $. Ça passe assez vite, merci. Encore une fois, si les taux d'intérêt sont très bas et que tu as un plein emploi, beaucoup de consommateurs vont se dire pourquoi ne pas emprunter, ne pas garder d'argent en banque parce que de toute façon, je ne ferai pas d'argent dessus, et puis d'emprunter allègrement puis de consommer. On en était là. Alors, c'est sûr que là, tu as beaucoup de personnes qui ont perdu leur job. C'est pas sûr que tout le monde va la retrouver, malheureusement. C'est sûr qu'on a, dans certains cas, beaucoup apprécié, et à juste titre, l'aide des gouvernements fédéraux et provinciaux. Mais tout ça ne durera pas 4 ans, 5 ans, 6 ans, on s'entend là-dessus. Là. Déjà, à partir de septembre, là, tu vas avoir un effet de domino. L'aide d'urgence du gouvernement fédéral, là, le 2 000 $ par mois, ma prévision, c'est qu'il va peut-être se poursuivre un peu, mais à un moment donné, on va commencer à faire basculer les gens vers l'assurance chômage au fur et à mesure, évidemment, où l'économie réouvre. Ça change pas grand-chose, finalement. Le 2 000 direct, pour moi, je l'ai toujours vu comme une façon un peu de
de rendre ça plus léger administrativement. Oui, on s'entend là-dessus, sauf que tu ne peux pas garder ça comme ça. Tôt ou tard, tu ne peux pas dire que tu as une. On te fait confiance, on se doute bien que tu n'as pas de job, puis on te pognera au prochain rapport d'impôt. C'est correct pour 4 mois. Sauf qu'à terme, on voudrait bien, au fur et à mesure où l'économie réouvre, en principe, que tu nous fasses la démonstration que tu n'as pas de job. Si tu travaillais comme mécanicien dans un garage, les garages sont ouverts, donc normalement, tu devrais avoir un job. Tu ne devrais pas être éligible à ça. Et là, on va commencer à faire basculer de plus en plus de monde vers l'assurance chômage. Il y a des gens qui vont être encore en chômage. Et c'est là où je voulais en venir. C'est sûr que le revenu discrétionnaire des consommateurs ne sera pas au rendez-vous, n'est pas au rendez-vous. Et si on regarde les différentes récessions, 82, 87, 97, 2008, les différentes récessions font très mal sur à peu près 2 ans. Celle-ci va faire mal, mais de façon différente, on pourrait y revenir. Et ça prend à peu près, au niveau du commerce de détail, ça prend à peu près 7 à 8 ans avant de remonter la pente. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Écoute, tu parlais de grande accélération. Moi, c'est une des choses que je trouve positive dans tout ça. Il y a Carl Boutet, là, qui est quand même assez connu dans le monde du retail, qui disait justement, qu'il parle justement de la grande accélération, puis il dit que en ce qui a trait à la logistique, il n'y a plus de retour possible dans le sens où les projets, les retailers savaient qu'ils devaient faire des changements importants à leur processus de logistique, parce que je pense qu'on avait commencé à en parler l'autre fois. Un des gros problèmes avec le e-com tel qu'il est géré actuellement, c'est qu'il est très peu rentable souvent. Donc, à cause de la manière qui est, comme tu parlais tantôt, décentralisé dans les magasins, il était un peu attaché avec la broche parfois. Il n'a pas été optimisé pour faire du grand volume. Il a été fait pour dire on en fait puis avoir 5 à 20, 5-10% de leur volume. Mais là, on est comme, là, ce qu'il dit, Carl Boutet, c'est dit comme, là, c'est le next step. Là. Il faut vraiment aller. Parce que là, le client se rend compte à partir du moment que tu fais la majorité de tes achats en e-com, là, l'expérience client, la qualité de la livraison, la fiabilité des données d'inventaire, ce genre d'affaires-là que tout le monde a toujours un peu négligé, prend tout son sens. Absolument, tu as tellement raison. Écoute, moi, ça fait déjà plusieurs années, pas parce que je suis plus intelligent que le voisin, là, mais il y a une seule chose que j'ai faite après toute ma vie, c'est de regarder un peu ce que font les consommateurs et les détaillants. Et il y a une chose qui m'est apparue, qui m'a semblé évidente il y a déjà 3-4 ans, c'est que la prochaine étape, et on y était déjà, n'avait plus rien à voir avec la conception d'un site et puis le UserX. C'est sûr que si tu n'as pas un site qui a de l'allure, puis ton UserX n'est pas bon, c'est pas bon, OK? Mais aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ans, si tu n'es pas capable d'avoir un site là, avec les Shopify puis les autres compagnies qui sont capables de te faire un site à beaucoup, il n'y a aucune excuse. Le grand défi n'est plus là. Le grand défi, comme tu le mentionnais, il est du côté de la logistique. Et moi, je me suis toujours dit que si j'avais 20 ans aujourd'hui, plutôt que d'en avoir bientôt 65, je préférerais m'en aller en logistique plus qu'en marketing parce que les grands défis vont être de ce côté-là. Ouais. Il y a une chose pour n'importe quel détaillant qui est pire aujourd'hui que de ne pas avoir de site web puis de perdre 50 000 ventes, c'est de faire 50 000 ventes puis pas être capable de les livrer ou de les livrer à perte. Et beaucoup de nos détaillants sont là en ce moment. Oui. Mais ils sont là parce qu'ils ont justement négligé un peu l'aspect logistique avant. Ils ont vu le cosmétique, ils ont vu le front, ils ont mis toute leur attention sur le front-end, peut-être pas mis assez d'attention sur la capacité à le faire d'une manière rentable et efficace. C'est clair, mais en fait, ça ramène beaucoup, puis tu n'as pas besoin d'être un PhD en intelligence artificielle, c'est de la programmation linéaire, là, littéralement. Tu as beaucoup de détaillants qui, puis là, quand je dis beaucoup, pour avoir travaillé avec plusieurs d'entre eux, qui ont, je sais pas, je vais prendre une figure de style, là, qui ont 20 magasins, OK? Donc, ils ont des inventaires un peu partout dans ces 20 magasins. Et là, ils se disent, les commandes web, je ne suis toujours bien pas pour avoir un 21e magasin avec plein de stock là-dedans. Je vais prendre à partir de mes magasins. Ouais. Sauf que le X, c'est que toi, comme consommateur, je vais te dire n'importe quoi, tu commandes une table avec 4 chaises, puis une petite nappe, puis un parasol, OK? Bien, la table est peut-être à Chicoutimi, tes chaises, ils sont peut-être à Rimouski, puis ton maudit parasol, il est à Laval. C'est qu'à un moment donné, tu dis, à chaque fois, je ne suis pas pour essayer d'optimiser. Donc, on va régler ça une fois pour toutes, là. Tout vient à Montréal, on réemballe puis on reship. Ben, c'est tout quoi? Souvent, tout est à Chicoutimi. Tu as fait venir à Montréal, tu as réemballé puis tu l'as repitché. Où tu penses? À Chicoutimi.
Ben ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Sais-tu combien tu perds d'argent par commande quand tu fais un truc comme celle-là? Ce que je viens de dire là, je suis certain qu'il y a des gens qui se disent, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ben oui, ça a de l'allure. Il y a beaucoup de nos détaillants qui malheureusement en sont encore là. Ça peut bien prendre 2 semaines de recevoir du stock dans ce temps-là. Là. Oui, tout à fait. Puis, écoute, puis pourquoi est-ce que c'est justement parce qu'ils ont vu ça comme un mal nécessaire puis qu'ils ont juste dit on va faire l'aspect un peu, tu sais, c'était pas core à leur offre de service. Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça plus profondément dans leur organisation? Tu sais? Pourquoi tu penses? C'est quoi le frein, là? Il y en a plusieurs freins. Je vais commencer par le plus évident parce que celui-là, je l'ai vu de très, très, très proche. Et ça explique un peu la disparition de Sears. Beaucoup des personnes qui nous écoutent là, doivent se demander encore aujourd'hui comment Sears a pu disparaître alors que normalement, il y avait toutes les cartes dans leur jeu. Il était gearé pour le e-commerce. Ben oui, c'est évident. Il y avait un historique de vente à distance, de catalogue. Il y avait des entrepôts, il y avait des petits camions pour livrer, il y avait tout. Les catalogues, je pense qu'il y avait des diligences quand ils ont commencé. C'était genre... Absolument. L'histoire de Sears, elle est riche d'enseignements. Sears a vu venir le commerce électronique, mais dans sa grande sagesse, ils se sont dit, oui, mais on va y aller à coût neutre. Donc, on va investir dans notre commerce électronique, mais cet argent-là, elle doit être désinvestie de nos magasins. Alors, pendant 2, 3, 4 ans, puis je suis certain qu'on a tous vécu ça. Tu avais un site qui valait pas de la chenoute, on va le dire, OK? C'est assez moyen, oui. Qui était très, très, très moyen. Et en même temps, tu avais de moins en moins de services dans les magasins. Fait qu'ils ont comme diminué l'expérience client à 2 places au lieu de l'améliorer à une place au moins. C'est que ça, c'est plus là. Tu vas sur le site, le service n'est pas encore là. Tout ça parce que tu veux avoir, un transfert à coût neutre. Bien, beaucoup de nos détaillants, c'est exactement l'erreur qu'ils ont fait. Et je peux comprendre parce que au moment où tout ça se passe, tu as des Amazon de ce monde qui viennent prendre des parts de marché, tes ventes sont à la baisse, puis tu te dis, regarde Charlie, il faudrait que tu réinvestisses dans un truc qui s'appelle le commerce électronique. Puis là, tu te dis, regarde, je suis là, j'ai de la difficulté. Donc, beaucoup de personnes ont essayé de le faire à coût neutre. Ça, c'est la première explication. Je pense que c'est la plus Ils ont essayé de rendre, dans le fond, ils veulent que ce soit rentable dès la première vente. Là. Fait qu'ils cheapent sur l'investissement à long terme, sur la machine qui va leur permettre de le rentabiliser à long terme. Ben, c'est-à-dire qu'ils veulent le rendre rentable immédiatement. Ben, ce qu'ils souhaitent, c'est que la rentabilité des revenus consolidés, web et non web, soit à peu près la même que ce qui c'était autrefois. Pour eux, pour ces détaillants-là... Je peux pas une omelette en casser deux, c'est le même qu'on appelle ça. Oui, exact. Maintenant, tu sais, dans le fond, ils se disent, regarde, moi, je veux bien y aller, là, mais je voudrais que ça me rapporte autant que ça me rapportait. Le problème, c'est que ton benchmark de ce que tu faisais il y a 5 ans, il ne peut pas être bon. Il ne peut pas être bon. Puis évidemment, ton benchmark de ce que tu faisais en janvier dernier, il ne sera pas bon en juillet prochain. Puis malheureusement, ça risque de pas être le bon benchmark, même pour juillet 2021. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment la vision de la rentabilité du profit court terme qui les a tués. Et c'est ça qui était, pendant ce temps-là, il y avait Amazon qui, lui, prenait aucun profit pendant comme 20 ans sur 25 à peu près de son existence, dans le but de le vivre justement à long terme, puis de créer la machine de guerre de e-com puis de retail qu'ils sont en train de créer. Tout à fait. Si vous voulez lire, s'il y a une chose que j'ai lue là, religieusement depuis la création d'Amazon, c'est les états financiers à chaque année. Puis comme n'importe quel bons états financiers, de toute façon, ils sont obligés de le faire. Tu as le President's Statement, le Looking Forward, qui dit, ben voici tout ce que j'ai à déclarer, puis voici ma vision pour le futur. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que c'est pas, soit dit en passant, faites-le, lisez-le, parce que Jeff Bezos, c'est pas 40 pages, là, c'est 2-3 pages, puis tout est là. Et il y a 3 ans, je pense, mais je peux me tromper peut-être d'une année ou deux, là, mais il me semble que c'est il y a 3 ou 4 ans, Jeff Bezos a commencé son statement, son looking forward en disant, écoutez, ça fait des années et des années et des années que je vous le dis, là, si vous ne me croyez pas, je vais reprendre, et il a pris un cut and paste de son statement de 1998, 99 ou à peu près, dans lequel il disait
Il a juste fait cut and paste, puis je vous répète la même affaire. Oui, et dans lequel il disait, si vous achetez une action d'Amazon pour faire des dividendes, you're at the wrong place. Achetez des AT&T, eux autres, ils font ça. Nous, notre mission, c'est de changer le monde. C'est assez bold, hein? C'est assez. Oui. Il l'a dit en 98, il l'a redit en 2018, en disant, regarde, nous, ce qu'on veut faire, c'est de changer le monde. Alors, quand on dit, ben, si tu parles d'un pas gentil, tu sais, il est en train d'écraser tout le monde, ben, il s'en est jamais caché, hein? Non, mais c'est ça, il a dit ce qu'il allait faire. En fait, moi, je trouve que lui, il a été clair, les autres, ils n'ont juste pas bougé, finalement. Oui, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Tu sais, les gens, des fois, ils nous demandent pourquoi est-ce qu'on devrait faire une transformation numérique maintenant. Oui, mais c'est comme ça fait 20. Pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 10 ans? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau, tu peux t'ouvrir un Shopify en 10 minutes aujourd'hui, là, si tu veux, mais c'est pas une transformation numérique. Ça va. Ouais. Tu vas avoir le même problème que celui que tu parlais tantôt, c'est-à-dire que tu vas faire des ventes, tu ne seras pas capable de livrer. Oui. Mais là-dessus, Jean-François, on a eu souvent ces discussions-là. Je voudrais passer comme message que peu importe là où vous êtes rendu, là, s'il y a des détaillants qui nous écoutent, il n'est pas trop tard. Là, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sauf que il ne s'agit pas de partir de ce que le voisin de ce que le voisin fait. Il ne s'agit pas de partir d'un idéal type. Il s'agit, dans le fond, de se demander, les consommateurs qui s'intéressent à vous ou à vos produits ou à vos services, où est-ce qu'ils sont rendus, eux, dans leur démarche, ou elles? Puis, arrangez-vous pour bien comprendre c'est quoi les critères, c'est quoi les étapes, puis suivez-les. Écoute, j'ai l'impression de donner un cours de marketing 101, là, mais c'était vrai il y a 40 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça demande énormément de patience, ça demande énormément de détermination. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. Crois-tu, Jacques, qu'il y a une question ici, là, il y a Julie Saint-Onge qui nous parlait d'une question sur la récession, puis une autre sur le panier bleu en particulier. Penses-tu qu'il y a un détaillant aujourd'hui qui, justement, un peu dans la situation que tu décris, qui commence, qui se demande un peu, devrait-tu investir dans des plateformes comme Amazon Québec ou Panier Bleu ou autres, où il devrait plutôt créer son propre destin à travers sa propre plateforme? Mettons qu'il y a 24 heures dans une journée, il travaille à distance avec son staff, il faut qu'il fasse un choix. Il s'en va-tu dans le groupe ou il s'en va faire son propre? Un n'empêche pas l'autre. C'est une vraie réponse d'économiste, là. On va dire c'est les deux. Il faut que vous fassiez la même chose. Il faut que vous fassiez les deux de toute façon. Vous avez pas, c'est pas des choix qui sont mutuellement exclusifs. De toute façon, pour être minimalement performant sur le panier bleu, vous devez avoir votre propre plateforme d'une certaine. Vous devez avoir un site web, là. Puis plus il va être transactionnel. Va t'aider à te joindre à un autre groupe parce que tu vas avoir un feed, parce que tu vas avoir un catalogue numérisé. Ouais. La numérisation du catalogue puis les contenus, c'est toujours là que ça prend le plus de temps et le plus d'énergie finalement. Oui puis non. C'est pas oui puis non, c'est résolument oui. Sauf que, Jean-François, tu sais, moi, je suis prêt à faire le pari que avec n'importe quel détaillant, que la loi de Pareto s'applique sûrement chez eux, ou ça m'étonnerait qu'elle ne s'applique pas dans la majorité des cas. La loi de Pareto, ça veut dire qu'à peu près 80% de tes revenus viennent de 20% de tes produits. Tu n'es pas obligé de tout numériser la première nuit. Là. On est d'accord. Commence par l'essentiel. Moi, j'ai déjà travaillé avec des entreprises en leur disant, écoutez, peut-être que ce que vous voudriez faire, c'est ce qui est le roulement le plus massif. Allez-y, commencez par celui-là. Montrez que vous pouvez être agile, habile. Puis après ça, ben, progressivement, aller sur le reste. Mais faites un vrai MVP e-com, là. Genre, c'est quoi qui est vraiment important puis core pour commencer. Oui. Puis rajouter build on it après, là, dans le fond. Exactement. Oui, parce que le Shopify, justement, que tu ouvres rapidement puis que tu bâtis dessus, ça peut justement être une première. En tout cas, ça va te permettre de mettre un orteil dans l'eau puis de commencer quelque chose. Là. Tu vas créer un mouvement chez vous, tu vas commencer à te poser des questions de logistique, tu vas commencer à penser à comment tu vas en ligne, tu vas commencer à regarder la situation pas mal plus que si tu n'étais pas là. Oui. Fait que, essayer, ça reste effectivement, je pense, quelque chose de vraiment important. Tu sais, comment tu vois ça? Là? Je t'avais demandé l'autre fois, juste avant que ça pète, je pense que je t'avais demandé le click and collect. C'est-tu quelque chose? C'est quelque chose qui vivotait un peu. Les gens ne voyaient pas trop le bénéfice. Je commande, mais il faut que je me rende au magasin pareil. Là, avec la situation actuelle, ça va-tu devenir peut-être un peu plus
ça pourrait-tu devenir quelque chose entre le e-commerce puis la visite en magasin qui pourrait être intéressante? La réponse est oui. En fait, ça l'était déjà avant et ça l'est encore plus aujourd'hui pour une raison bien simple. Et ça, il y a plein d'études qui sont disponibles depuis plusieurs années qui disent toujours la même chose. Si un détaillant fait la promesse et même réussit à le livrer, là, fait la promesse de dire vous allez avoir le produit en dedans de 24 heures, en dedans de 12 heures, 70% des consommateurs vont dire surtout pas, non, parce que dans 24 heures, moi, je ne serai pas chez nous. Ouais. Je préférais l'avoir, non pas demain dans 24 heures, mais mardi prochain entre 10h et 11h. Mais ça, c'est difficile. C'est extrêmement difficile si tu es point-to-point. C'est encore plus difficile si tu as une commande avec 3-4 fournisseurs différents, de la faire arriver au même moment. Ouais. Alors, la solution entre les deux, c'est le point de collecte. C'est justement ça, Simon Cardinal parle de ça justement ici. Là. Bon, c'est de pouvoir récupérer le produit lorsque moi, je vais être disponible, mais arrange-toi pour me dire oui, je l'ai, puis sors-moi-les rapidement. Canadian Tire fonctionne, je dis Canadian Tire, il y en a plein d'autres qui le font et sûrement d'autres encore mieux, mais fonctionne plutôt bien. Ils se sont bien retournés de barre en disant, écoutez, faites vos achats, puis on va vous dire, venez pas les chercher tout de suite, là. On va vous dire quand la commande est prête, puis 10 minutes avant, appelez-nous, puis on va vous la sortir. Certains magasins ont eu un peu de difficulté, d'autres ont réussi à le faire très rapidement. C'est des indépendants, eux autres, c'est pas des... C'est ça. Oui, c'est des indépendants avec évidemment un site centralisé, là, avec une fonction centralisée. Mais les indépendants ont plus de difficultés à prendre le virage e-com, tu sais, des Rona, versus des entreprises qui font plus avec des magasins corporatifs. Ben, ça dépend desquels. Il y a énormément comme excuse pour ne pas faire le move de e-commerce. Ça, je peux te le dire. Ben, dans beaucoup de cas, c'est clair. Mais dans beaucoup de cas, ça n'a rien à voir avec la technologie. Dans beaucoup de cas, c'est des frictions entre franchiseurs et franchisés. Par exemple, toute la question à qui appartient le client. Est-ce que je devrais avoir une cote là-dessus? Pourquoi est-ce que mon franchiseur devrait avoir une cote si c'est mon inventaire en magasin que j'utilise? Mais ces questionnements-là, ils amènent la non-action finalement. Oui, exact. Voilà. Genre, on le sait, à l'école de gestion HEC, ensemble, on s'est rencontrés, il y en avait tout le temps ce sujet-là. Je pense qu'à chaque fois qu'on faisait un cours ensemble, on avait cette conversation. Oui, puis malheureusement, ça n'a pas changé. Et ça, c'est comme deux parents qui chicanent, c'est toujours les enfants qui en payent le prix. C'est exactement la même chose. Il y a Valérie Van Der Hagen qui dit les Smart Centers, c'est-à-dire Walmart a développé les Penguin Pickup. Ça lève-tu cette affaire-là? Ben, c'est une façon intéressante. Le seul problème, c'est que les Smart Centers sont des très grands centres. Autour de Montréal, t'en as plusieurs, mais t'en as pas des masses. Donc, ça demande encore à des consommateurs de se déplacer sur des grandes distances. Il vient d'en ouvrir un sur le plateau Mont-Royal. Là. Oui, leurs plus petits là, commencent à reprendre ça. Oui, tout à fait. Au fur et à mesure où ils vont les ouvrir, où ils vont relayer ce genre de choses-là, c'est une avenue qui est intéressante, qui permet... À un de mes invités dans les dernières semaines, puis on n'avait pas retrouvé la réponse. Pourquoi, genre, mettons, moi dans ma tête, là, mettons Jean Coutu, là, tu sais, quelqu'un qui a des centaines et des centaines de points de vente, qui a un intérêt à avoir du trafic dans ses magasins, pourquoi il ne rentre pas dans cette game-là? Ils vont y arriver. Hein. C'est-à-dire que là, tu as un investissement qui a été fait par, tu sais que Jean Coutu a été racheté par Métro. Ben oui. Bon, Métro vient d'investir dans Corner Stores. Qui est un peu cette logique de livraison. Tout le monde se met l'orteil à l'eau en ce moment. Faites-en pas, il y arrive. Faites-en pas. Ça fait 10 ans qu'on attend au moins, là, si c'est pas 15. Fait que je m'en fais un peu, je t'avoue. Là. Oui, mais comme on disait au tout début, s'il y a une seule chose de bonne pour le commerce de détail de cette crise-là, c'est que c'est un catalyseur comme on n'a jamais vu. Alors, c'est sûr que si tu me réinvites en septembre prochain, on va être déjà beaucoup plus loin. Certains, malheureusement, n'auront pas traversé l'été. D'autres vont être rendus beaucoup plus loin. Et d'autres, parmi ceux qui vont être rendus beaucoup plus loin, vont être beaucoup plus rentables qu'ils ne l'étaient avant. Oui, c'est vrai. Ben, il y a Stéphane Hamel qui dit c'est vrai, ils ont déjà le bureau de poste à l'interne chez Jean Coutu. Peut-être c'est ça, hein? Ils ont peut-être le deal avec les postes, puis ça pourrait même être un genre de compétition dans leur deal avec Post Canada.
Oui, mais oui, tout à fait. Dans mon enfance, c'est peut-être pour ça qu'ils le font pas. Oui. Ouais. Oui, mais si on veut vraiment accélérer la chose, là, c'est comme une partie d'échec, là. Dire que le bureau de poste, ça, c'est excellent. Ça, c'est une case. Mais il faut regarder 2, 3 cases d'avance, là. Parce que la personne qui va acheter chez Coutu ne voudra pas rentrer nécessairement pour aller chercher son paquet au bureau de poste pour savoir qu'après, il faut aller chez Rona, puis qu'après, il faut aller chez Walmart. Puis l'idée, là, c'est d'avoir le genre d'efficacité. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont placé Post Canada pas mal au fond des gens coutus. Hein? Oui, mais ça, c'était au début. Mais ils veulent que tu passes dans le magasin. Oui, mais c'était au début. Tu passes à la caisse aussi en sortant. Oui, mais encore une fois, si tu veux réussir quelque chose, il faut que tu te mettes dans les chaussures d'un consommateur, d'une consommatrice. Ça, ce genre de stratégie, là, genre, hey, tu vas te pogner pour acheter 2 sacs de chips, une bouteille d'aspirine puis une tablette de chocolat, hein, ça ne marche plus. Ça ne marchera plus. Faire chier un peu le consommateur au passage dans le but de l'obliger à, c'est un peu mort là, comme stratégie. Ben oui, tu sais, il y avait une madame qui disait, je ne sais plus c'est qui, j'ai noté ça, une quote que j'ai trouvé assez intéressante, A choice economy controlled by consumers. Ils disent que suite au COVID, ça va être encore plus que jamais. C'était déjà un choice economy, mais là, ça va être encore plus vrai. Fait que, écoute, ça va, je trouve que ça vient renforcer ça. Très juste. On parlait de click and collect. Après ça, oui, on a parlé de la rentabilité. L'autre fois, on avait parlé rapidement de London Drug aussi avec l'espace tablette puis les trucs à la Simons. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour une marque de montrer sa solidarité envers les petits commerces locaux? C'est-tu quelque chose qui pourrait être durable ou intéressant? Ou tu parlais l'autre fois que c'était compliqué un petit peu? Ben, moi, j'ai des grands doutes là-dessus parce que ce à quoi on fait référence en ce moment, c'est un modèle qui est intéressant, où tu fais du consignment à l'intérieur d'un magasin. Certains l'ont essayé, puis avec un succès inégal là, pendant la crise. J'ai travaillé avec un libraire indépendant en lui disant peut-être que tu devrais mettre tes gros vendeurs. Tu sais, un libraire, là, ça tient en moyenne 30 000 SKU différents, mais 700 SKU génèrent 90 de ses ventes. Donc, ça, c'est le John Grisham, c'est le Louis Penny, c'est les livres qui tournent beaucoup. C'est le Amazon Excel, d'ailleurs, vu qu'il est en mode centralisé. Là. Oui, alors, dans le fond, pendant ce qui n'est plus le cas, sauf à Montréal encore, mais tu peux peut-être prendre un 10 pieds carrés chez le métro ou le IGA à côté de chez vous puis t'installer là. Mais il faut comprendre que même si c'est intéressant, ça demande une logistique extrêmement complexe au niveau des sorties de caisse, au niveau évidemment de la facturation, au niveau du personnel, au niveau du roulement de stock. Si tu le fais avec une marque, un détaillant à l'intérieur d'un détaillant, un shop in a shop, ça peut encore aller. Si tu essaies de le faire avec des dizaines, des 20, tu n'y arriveras pas. Les modèles ne sont pas vraiment conçus pour ça. Moi, je préférerais de toute façon aller sur des modèles qui ont déjà fait leur preuve, qui sont déjà rendus beaucoup plus loin. Par exemple, tu peux avoir une espèce sur 1000, 2000 pieds carrés, d'avoir une espèce de mini-centre commercial où tu peux aller voir certains produits, mais tes commandes sur place, puis t'es fait venir ou t'es reçois avant même que tu sois retourné chez vous. Oui. Justement, il y en a qui parlent de drive-in. En tant que gars du plateau, c'est sûr que c'est pas une stratégie qui m'excite énormément. Là. Mais il y en a qui parlent de drive-in, justement, d'avoir la commande que tu t'arrives en auto et tu te la fais donner tout de suite. Jean Coutu a ça en ce moment. La plupart des Jean Coutu ont ça, où tu as des postes, le poste 1, 2, 3, puis tu téléphones, puis tu dis, regarde, je suis à la borne numéro 2, apporte-moi ma commande. Dans le fond, tu es sûr de l'avoir tout de suite versus le e-commerce, donc tu n'as pas l'incertitude d'avoir l'espèce de rendez-vous que tu parlais tantôt, mais en même temps, tu as ton produit immédiatement, mais en même temps, tu n'as pas le temps de magasinage qui est requis. Donc, oui, mais le grand défi, Jean-François, puis en même temps, la grande opportunité, c'est de ramener, regarde, lorsqu'on a inventé le centre commercial, notamment le très grand centre commercial régional là, des années 70, là, ou même le modèle des années 2000, là, des 10-30 et autres, là, ce que l'on a fait, c'est de dire, cher consommateur, prends ton auto, viens-t'en ici, prends ta voiture pour 2 km, viens-t'en ici, puis tu vas avoir sur un rayon de 2 km plein de choses que tu vas pouvoir mettre dans ton auto et partir avec. Bon. La logique
faites en sorte que la prochaine étape devrait, en termes de fonctionnalité, être l'équivalent. C'est-à-dire que, cher consommateur, si on ne peut pas tout te livrer devant la porte, chez vous, à l'heure que tu veux, ben on va te donner un point de rendez-vous à un endroit, puis tout ce que tu auras commandé à 8, 10, 15, 20 magasins va tout être là. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Un genre de Penguin Pickup, mais local à un regroupement de magasins, genre. Oui, exactement. On parlait d'Amazon, c'est ce qu'Amazon réussit à faire. Tu sais, tu peux commander dans son Amazon Fulfillment ou Marketplace, tu peux commander de 4 marchands différents puis avoir toute la même journée dans la même boîte. Puis, tantôt, Jacques, tu parlais des... tu sais, tu as dit à un moment donné, puis on est passé comme sur un autre sujet, mais tu as parlé que justement la problématique allait se répercuter aux propriétaires immobiliers bientôt. Ah oui, malheureusement, oui. Est-ce que c'est pas à eux d'organiser ça? Parce que... Oui, c'est à eux d'organiser, mais maintenant, il y a bien des façons de l'organiser. C'est-à-dire que moi, écoute, j'ai eu beaucoup de rencontres avec beaucoup de propriétaires immobiliers depuis plusieurs années et je les implorais de dire, écoutez, vous devriez avoir minimalement un endroit, si vous voulez concurrencer le commerce électronique, là, un endroit où pas un endroit, mais une fonction logistique où tout ce qu'une personne achète dans ton centre commercial. Là, on est dans le physique, on n'est pas dans le web. Là. Tout ce qu'on achète, là, tu n'as pas besoin de sortir avec. Tu te dis, regarde, va mettre ça à tel endroit, là, vers 3h moins quart m'a passé. Parce que la façon dont on achète encore aujourd'hui dans un centre commercial, Jean-François, puis c'est complètement, c'est ubuesque. Tu rentres dans le premier magasin, tu achètes une paire de skis. Là, tu sors avec ta paire de skis. Tu vas dans le deuxième magasin, tu achètes 8 verres à vin. Tu as 8 verres à vin en dessut du bras, la paire de skis. Ensuite de ça, tu vas acheter un régime de bananes. Ben oui, tu as ta paire de skis, tes verres à vin, tes bananes. Là, je veux dire, à un moment donné, ça ne te tente plus. Tu arrêtes de magasiner. Tu dis, moi, je vais m'en aller d'ici, ça presse. Alors que chaque détaillant pourrait très bien dire, j'ai même pas besoin d'avoir tous mes inventaires ici, peut-être dans le garage en bas avec un espace partagé. Puis là, tu as 2-3 personnes qui font de l'assortment, qui mettent ça dans ton auto. Moi, là, c'est sûr que, oui, je pense que c'est bon, mais je pense qu'à un moment donné, il faut penser at scale aussi. Puis il y a un commentaire de Simon Etier qui dit ici là, que, à un moment donné, c'est cute tout ça, là, mais ça reste des initiatives assez petites. Mais à un moment donné, il faut que tu penses scale. Oui. Comment tu peux, d'un point de vue e-com, faciliter, il y a des gens qui parlaient de dropship, toutes ces choses-là, sais-tu, bon, évidemment, Simon, il pose des questions fluff, là, comme on peut voir. Donc, bonjour, non, mais dans le fond, c'est tout ce qui est les modèles comme dropship, par exemple, ship to store, ces choses-là, mais le dropship, par exemple, est-ce que ça ne devrait pas être les manufacturiers qui, pour se distinguer, pourraient aller aider les détaillants à augmenter leur capacité de logistique? Tu comprends? Dans beaucoup de cas, oui. Dans beaucoup de cas, écoute, je suis sur le conseil d'administration. Les manufacturiers sont rendus là? Ben, dans certains cas, oui, mais, tu sais, mon Dieu, tu sais, toutes les pogos déjà... de South Shore Industries, là. Bon, regarde, toutes les pogos dégèlent pas à la même heure, OK? Malheureusement. Alors, je suis sur le conseil d'administration. Dans le congélateur, là, oui, je suis sur le conseil d'administration d'une entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle South Shore Furniture, qui est un des premiers qui a commencé à vendre des meubles sur le web à travers Amazon, Wayfair, Walmart.com. Ils ont leur propre site. Ça va bien. Maintenant, ils se rendent compte que leurs détaillants traditionnels ont pris un recul énorme. Et là, ils essaient de les embarquer, de les aider. Certains détaillants résistent. Certains détaillants sont convaincus qu'ils n'en ont pas besoin. Puis d'autres détaillants sont convaincus que bientôt, là, à un moment donné, là, ils vont être capables de eux-mêmes battre directement Amazon. Mais on va se dire, genre, que eux, je pense que ce qui les caractérise, selon moi, c'est qu'ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur le front-end, ils ont travaillé sur toutes les affaires tough puis pas visibles à l'intérieur, qui fait une énorme différence sur l'expérience client. Mais là, eux autres, sortir la partie front-end, on s'entend que c'est comme déposer une cerise sur un sundae. Là. C'est la partie la moins longue. Mais toute la job tough, elle a été faite en amont, tu sais. Elle a été faite. Ça a demandé énormément de raison. Je veux dire, c'est sûr que tu peux pas prendre une usine qui produit des meubles
avec une logique de course de production où tu dis, moi, aujourd'hui, là, je fais de la bibliothèque, 5 tablettes en mélamine blanche, là, puis je remplis une vanne, puis je m'en vais chez Walmart livrer ça. Ce qui était le modèle il n'y a pas très longtemps, là, c'était le modèle 2006-2007, c'était encore le modèle. Puis soudainement, la Terre tourne, puis tu n'es plus rendu là. Puis là, tu te dis, maintenant, je vais commencer à les vendre une bibliothèque à la fois à travers au moins l'Amérique du Nord. Puis là, tu descends dans le shop, puis tu dis à ton gars de production, peux-tu m'emballer ça pour envoyer ça à Madame Machin Truc en Arizona? Puis là, il te regarde en disant, wow. Et pourtant, c'est ça qu'ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont encore des défis? La réponse est oui. Ils vont-ils encore avoir des défis? Bien entendu. Mais l'idée de départ, c'est que... Elle est développée pour la personnalisation at scale, quand même. Oui, oui, dans la mesure de ce qu'ils sont en mesure de faire, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais refusé un défi, ça c'est clair. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, il y a plusieurs questions, mais là, je vais rester plus un peu au niveau, un petit peu plus au niveau plus général. Il y a des questions plus spécifiques dans des industries spécifiques. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la caméra thermique, justement, là, qui a été la prise de température des employés, des clients? C'est un dossier. Je vous rassure, un cidre, ça a beaucoup moins d'alcool que du vin. Hein. Oui, mais c'est ça que j'aurais dû prendre, le teneur en alcool d'un cidre, en fait, de mon cidre, de notre cidre, c'est 6,5 %. Donc, voilà. Puis il y a des gens qui demandent où c'est qu'on se le procure, Jacques, ton cidre. Bien, vous devez devenir amis très, très rapprochés parce qu'on fait très peu de bouteilles. C'est un excellent cidre. Alors, écrivez-moi en privé, puis Donc, on entretient le petit côté exclusif de la chose. Okay. Ben, écoutez, j'ai une quarantaine d'arbres, mais ça produit quand même beaucoup. Hein. Mais alors, l'an prochain, on prévoit, là, c'est une grande digression, là, mais on prévoit faire à peu près 150, peut-être 200 bouteilles. Ah, quand même. OK. Alors, tu disais, oui, la caméra thermique. Bon, la caméra thermique. Oui, je suis curieux parce que c'est un sujet qui semble avoir de la polémique, là, puis... Perso, je suis plutôt pour dans un sens parce que je trouve que je ne vois pas en quoi ça viole la vie privée puis ça protège la société. Là. Fait que personnellement, j'étais plutôt pour, même si c'est un peu controversé. Ben, la caméra thermique, moi, je vais mettre ça dans le même bateau, si tu veux, que le face recognition, parce que c'est exactement le même genre de violation de la vie privée avec les mêmes états d'âme que ça génère. La caméra thermique, effectivement, permet de donner un peu plus confiance à tes consommateurs que si quelqu'un est malade, ben on va l'isoler, on va s'en occuper, mais que cette personne-là ne devrait pas être à côté de toi dans le magasin. C'est vraiment, je m'excuse de ne pas prendre une position résolument éthique, là. Je vais prendre simplement et strictement une position statistique. Tu vas avoir plus de monde qui vont être contents de la chose que de monde qui vont être mécontents de la chose, par définition. Dans le fond, la capacité à créer un climat de confiance, je pense que c'est un peu ça. Ben, c'est-à-dire que tu vas avoir, on l'espère, plus de monde qui vont être non fiévreux, qui rentrent dans un magasin, qu'il y en a qui vont être fiévreux. Alors donc, tu vas avoir plus de personnes contentes de la chose que mécontentes de la chose. Je suis sûr qu'en disant ça, je viens de heurter beaucoup de personnes, mais puis là, vous allez dire, bon, c'est la tyrannie de la majorité, mais c'est la raison pour laquelle vous allez voir ce genre d'outils-là être déployés, comme le face recognition également va l'être de plus en plus. Si tu permets, Jean-François, je vais partager les résultats d'une recherche que j'ai faite, écoute, il y a très longtemps, c'était en 2004. C'était avec Abdel Mekki-Berada, qui est maintenant professeur à Sherbrooke. Avec Abdel, on avait fait un sondage pan-canadien avec la base de données de Léger Marketing. On avait 4000 répondants à qui on demandait, mais là, en 2004, là, est-ce que vous savez c'est quoi un cookie? Est-ce que vous savez c'est quoi l'invasion de votre vie privée et autres? À l'époque, on était au tout début du web, là. Alors, on avait grosso modo, si je me souviens bien, là, 90% des gens n'avaient aucune idée qu'on les épiait. Donc, s'en moquait un peu. Tu en avais 10% qui le savaient, sur lesquels il y en avait la moitié, donc 5% de la population, qui était outrée de la chose, et l'autre 5% qui disait, ben, non, c'est peut-être une bonne chose que vous m'épiez parce que vous allez être plus réceptif à mes besoins. Bon, on a refait la même étude, je pense 10 ans après. On était 40% des gens ne comprenaient pas ce qui se passait, 60% le savaient.
je te le donne en 1000, la moitié était outrée de la chose, l'autre moitié trouvait que c'était génial. Mais tu sais, c'est quoi la constante à travers tout ce temps et à travers tous ces résultats? C'est qu'il y en avait 0% qui étaient prêts à dire « Moi, je ne vais plus jamais sur le web. » Ben, c'est ça, exact. Je ne suis pas surpris de ça du tout. Fait qu'on s'entend là-dessus, mon Jacques. Après ça, comment tu vois ça? Il y a des nouveaux phénomènes qui s'en viennent. Là. Tu sais, en ce moment, il y a des nouveaux joueurs qui débarquent suite à ça. Oui. Il y a deux catégories là, que j'ai observées ces temps-ci. Des joueurs qui arrivent à se retourner vraiment vite, puis carrément des nouveaux modèles. Le joueur qui se retourne vraiment vite, c'est un exemple d'une compagnie de vêtements que j'aime beaucoup qui s'appelle Doer, qui était finalement un pure player. Qui est un pure player, qui a commencé à distribuer dans à peu près 1000 points de vente et que là, soudainement, a réussi à refait son retour aux sources grâce à ça. Puis vraiment, ça tire vraiment bien son épingle du jeu à travers tout ça. Puis un autre phénomène, on me dit que la vente directe des micro-entrepreneurs, pour ne pas le nommer, là, les Avon et Tupperware de ce monde, apparemment font une grande remontée actuellement. Bien sûr. Fait que, OK, tu trouves ça dans le fond, ça cause justement, c'est pourquoi que ça arrive, ça? Parce que c'est vraiment intéressant comme question, parce que quand on s'y arrête, là, tout ce dont on parle depuis pratiquement 1 heure maintenant, c'est toutes les combinaisons et permutations de réseaux de distribution. OK? Oui, absolument. Puis, chose intéressante, je suis en train d'écrire un nouveau livre sur le marketing. Je suis retourné vraiment à lire des trucs sur l'origine du marketing. Puis la première fois, une des premières fois que le mot marketing a été utilisé, c'était dans un contexte d'agroalimentaire dans les années 30 pour décrire et parler des réseaux de distribution. Et c'est intéressant de voir à quel point, quand on s'y arrête, on pense que le marketing, c'est la publicité, c'est le web, c'est les médias sociaux, etc. Les 4 P. Oui, alors que le P le plus important et surtout le plus conséquent, puis le premier, c'est toujours le réseau de distribution. Non, c'est toujours le réseau de distribution. C'est comment tu vas acheminer un produit du point A au point B de façon à optimiser à la fois les besoins de ton consommateur, mais également de la rentabilité de ton entreprise. Alors, ce dont on parle depuis 1 heure, c'est toutes les combinaisons et permutations de réseaux de distribution. Et là, tu m'arrives avec la vente de micro-entrepreneurs à la Avon ou Tupperware ou autre. Ben oui, moi, je pense que ça a sa place maintenant. Tu m'aurais dit, tu me dirais, oui, mais il y a 10 ans, tu me dis, ça n'a plus sa place. C'est vrai, il y a 10 ans, ça n'avait plus sa place. Aujourd'hui, ça a sa place. Parce que le canal de distribution s'applique bien dans le contexte qu'on est. Voilà. Et dans le fond, ce que ça fait ressortir, c'est l'importance de la flexibilité. Et les entreprises qui s'en tirent toujours très bien sont les entreprises qui goûtent à toutes les variétés de chocolat dans la boîte, qui connaissent tous les réseaux de distribution, qui se disent, en ce moment, là, c'est le chocolat érable que je vais utiliser. Mais ça ne veut pas dire que je vais signer pour manger du chocolat érable pour les 40 prochaines années. Ça veut juste dire que je connais les autres saveurs dans la boîte. Je connais assez pour m'adapter rapidement quand c'est nécessaire. Exact. Exactement. Tout à fait. Justement, le Jacques, parce que là, tu as dit 2-3 fois que ça fait 1 heure, fait que ça sonne que tu t'en vas faire du site dans 7 minutes, là, fait que je veux pas... Est-ce que c'est qui, justement, tu penses, as-tu des prédictions à nous donner sur c'est qui vont bien s'en sortir, c'est qui vont moins bien s'en sortir, c'est quoi les choses que tu vois? Puis une sous-question là-dedans, pour moi, qui me fait peur, c'est qu'on était déjà dans un marché de consolidation à plusieurs égards au Québec. On s'inquiétait de nos sièges sociaux et compagnie. Puis, y a-tu de la consolidation? Y a-tu des dangers à ce niveau-là encore plus grands qu'on avait avant la crise de consolidation? Donc, qui s'en sort bien, qui s'en sort moins bien? Puis, y a-tu de la consolidation possible à travers tout ça? Ben, bonne question. En fait, la réponse, c'est pas, je prends pas ma boule de cristal. En fait, je vais regarder dans le passé. Quand tu regardes toutes les crises, et évidemment, la dernière grande pandémie, c'est la grippe espagnole, là, donc il n'y a pas grand monde qui y était. Mais si je prends les crises de type récession, elles ont toujours les mêmes conséquences. La première, c'est que c'est toujours beaucoup plus profond et beaucoup plus long qu'on pense que ça va l'être. Par contre, c'est générateur de plein d'opportunités. La première conséquence, c'est une augmentation de la consolidation. Pour une raison très simple, c'est que, tu sais, si on le prend au niveau des individus, le fameux 1%, 99%, là, auquel on fait allusion, là, puis là, je prends c'est pas 1,99, là, mais pour les fins de l'exemple, c'est sûr que ça va s'accentuer.
on va se ramasser à 1,5% puis 99,5% de l'autre bord pour une raison bien simple. C'est que au fur et à mesure où une récession gagne de l'ampleur, malheureusement, ben, il y a des personnes qui tombent, puis ça prend des personnes qui ont énormément d'actifs pour pouvoir les récupérer. Et c'est toujours les mêmes. Là. Ça, c'est évident. Alors, donc, on va s'en va vers une consolidation qui va être plus grande. Ça, c'est sûr. Est-ce que des grands magasins, ben, on va prendre des exemples qui ont déjà été annoncés, là, puis on leur souhaite la plus grande chance au monde. Là. Je vais prendre du côté américain. Macy's, Nordstrom, qui c'est également... JD, voyons pas. Tu parles de J.Crew, oui, qui eux autres J.Crew, oui, tout à fait. On est tellement dans le fashion, toi et moi. Là. Oui, alors, quand tu prends ces magasins-là, ben, admettons que Nordstrom tombe, OK? Puis on ne le souhaite pas. Est-ce que les gens vont acheter moins de linge pour autant? Peut-être temporairement, à cause de la récession. Mais on va continuer à s'habiller, on s'entend là-dessus. Ce qui fait que les ventes qui allaient à Nordstrom vont aller à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un va ramasser Nordstrom? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont ramasser? Je ne sais pas. Peut-être les inventaires, peut-être les magasins, peut-être pas, peut-être les entrepôts, peut-être le nom. Mais quelque chose va être ramassé, puis quelqu'un va repartir. Donc, on s'entend là-dessus. Consolidation, c'est vrai. À l'autre extrême, une récession, peut n'importe quelle crise, est porteur également de nouveaux modèles de revenus. Donc, tu vas avoir l'émergence, et on commence à voir l'émergence, t'en mentionnais un il y a un instant, de plus petits joueurs qui, eux autres, vont émerger à travers cette espèce de bouillonnement. Donc, si j'avais à miser, puis tu vas voir que je ne prends pas grand risque, là, si j'avais à miser, je te dirais plus de consolidation et en même temps, à l'autre bout du spectre, de plus petits et de plus agiles. Pourquoi est-ce que je ne prends pas grand risque en disant ça? Parce que ça, c'est toute l'histoire du commerce de détail. Les Romains, les Latins de l'époque disaient in media stat virtus, dans le milieu se situe la vertu. C'est vrai pour tout le monde, sauf pour le commerce de détail. Dans le commerce de détail, si tu tiens dans le milieu de la rue, tu vas te faire passer dessus, tu vas te faire écraser. Le commerce de détail croit toujours aux extrêmes, soit plus de concentration ou soit plus d'innovation. Entre les deux, si tu essaies de tirer ton épingle du jeu en faisant à peu près ce que tu faisais avant, tu t'es à risque. C'est pas mal les trois stratégies de Porter, puis c'est la différenciation ou le prix, puis tu sais, t'as Maxi, puis t'as le IGA Fancy, puis c'est comme... Oui, mais il faut faire attention parce que ce qui était vrai pour Maxi avant la crise doit être réinventé après la crise. Le Maxi d'avant la crise doit aussi se réinventer. Non, mais je veux dire, c'est souvent le résultat, justement, ces nouveaux modèles-là qui émergent sont le résultat d'une récession ou d'une crise comme celle-là. Absolument. Puis, on parlait de... Attends un peu, 2 secondes, j'avais... justement, tu sais, consolidation, tout ça, est-ce que justement, comment tu vois tu sais, consolidation, ça se peut-tu que ça soit une consolidation intra-québécoise ou c'est nécessairement une consolidation de plus, plutôt internationale, justement? Oh boy, c'est une bonne question. S'il y en avait qui parlaient justement là, tu sais, on a Amazon, mais tu as aussi Jack Ma là, avec Alibaba. Tu sais, il y en a du monde comme ça là, qui s'intéressent à des réseaux de distribution puis pour élargir leur empire. Là, tu sais. Ouais. Si j'avais une prévision à faire, là, une prédiction à faire, puis elle vaut évidemment ce qu'elle vaut, moi, je pense que tu t'en vas vers une plus grande consolidation des très grands joueurs, des grands distributeurs, donc des Alibaba, des Amazon, des autres de ce monde. Là. Si tu prends l'alimentation au Canada, là, si tu prends tes trois grands joueurs, ça représente encore à peu près 65% du marché. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 joueurs plutôt que 3? Oui. Des pays comme la Suède, le Danemark, la Hollande, ça depuis des années. 90% du marché alimentaire est contrôlé par 2 joueurs dans ces pays-là. Est-ce qu'on s'en irait vers ça? La réponse est oui. Mais au même moment, et ça j'en suis convaincu, ces grands joueurs hyper consolidés vont vouloir avoir de plus en plus de fournisseurs de plus en plus locaux. Pas parce qu'ils veulent bien paraître, pas parce que le local est à la mode. Que logistiquement, ça fait du sens. Oui, ben, c'est parce qu'on vient d'apprendre qu'une chaîne très, très, très longue, s'il arrive une crise, devient très, très, très fragile. Et je pense que c'est un des enseignements que vont tirer beaucoup de grands distributeurs. Alors oui, tu peux être un très grand distributeur, pas canadien ou international, mais tu vas vouloir avoir tes points d'approvisionnement le plus proche possible de tes consommateurs. Mm-hmm.
Jacques, écoute, j'avais une autre question, puis je l'ai oubliée. Ça m'écoeure parce qu'il me semble qu'elle était bonne. J'avais un petit côté peut-être injustice, là, tu sais, les commerçants. C'est qui, tu sais, tu parles, il y a les petits commerçants, je pense qu'il y a il y a comme une solidarité envers eux actuellement. Il y a les très grands qui sont ouverts un peu trop de la vie de plusieurs personnes. Tu sais, comme les Costco, les Walmart, les Canadian Tire aussi. Puis dans le milieu, tu as les Cells, tu sais, tu avais Normand Descaries là, qui était dans les nouvelles, puis qui disait c'est pas correct ce qui se passe, puis tu sais, t'as pas le choix de dire que c'est vrai que c'est pas correct, tu sais. Comment tu vois ça, toi? Comment le gouvernement qu'est-ce qui aurait dû être fait pour comme traiter ça un petit peu plus justement ou avec un peu plus d'équité, cette situation-là? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, le gouvernement, il corrige quelque chose puis il pète de quoi à côté. Là. Tu sais, c'est-à-dire qu'on a confondu deux choses. OK? Puis je suis pas là pour pointer du doigt ou jeter la pierre. Non, on est là pour apprendre, là, pour essayer de voir comment. C'est sûr qu'il y a certains produits qui sont de nécessité. OK? Les produits pharmaceutiques, l'alimentation, évidemment, c'est de première nécessité. Peut-être certaines réparations, c'est un tuyau qui crève, bien évidemment, il faut que tu le répares. Donc, tu as certains produits ou services qui sont des premières nécessités. Pour simplifier, on n'est pas allé sur les produits, on est allé sur les détaillants. On a dit les détaillants dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur de la pharmacie et dans le secteur de la quincaillerie devraient ouvrir. Bon. Si on avait voulu être conséquent, on aurait dû faire une espèce de matrice magasin, type de produit. Parce que, évidemment, les petits en alimentation pouvaient rester ouverts également. Là où le bas a blessé, c'est que tu ouvres un Walmart parce qu'ils ont de l'alimentation, mais c'est sûr que les gens vont pouvoir acheter des livres. Il y a des pays au monde où on a dit, écoutez… la section livres. Oui, tu bloques la section. On n'a pas voulu aller là-dedans pour une raison bien simple, c'est qu'en termes de logistique, c'est compliqué. Vraiment, logistique interne, j'entends, mais c'est faisable, c'est réalisable. Il y aurait eu moyen de le faire. Il y aurait eu moyen de le faire en ilotant les magasins, en disant, écoutez, vous allez bénéficier de toute la clientèle d'un paquet d'autres mondes. Là, c'est que pouvez-vous au moins fermer les lumières dans votre section livres? On aurait pu le faire. Est-ce qu'on aurait dû le faire? Moi, je pense que oui, mais on ne l'a pas fait. Bon. Ça laisse évidemment des gens entre les deux. Tu parlais de Sales ou Sportium, Normand Descaries, évidemment, qui s'est prononcé là-dessus à juste titre. Mais il ne faut pas perdre de vue, par contre, que, et là, on en revient au début de la discussion, que pendant ce temps, le commerce électronique, lui, était ouvert, peu importe le produit, peu importe la grosseur du magasin, peu importe le type de détaillant. Ceux qui en ont bien profité, malgré tout, ce sont les détaillants qui étaient prêts. Hein. Je parle à quelqu'un comme Marc Desserre. C'est sûr que Marc aurait préféré que, comme tout le monde, que la COVID-19 n'arrive pas, mais il va être le premier à dire, une chance que j'avais mon site web parce que j'ai quand même pu bien fonctionner avec. Et heureusement. Sauf qu'il va quand même, il doit faire, je ne sais pas moi, puis je ne veux pas que tu répondes parce que je sais que tu connais probablement le chiffre, mais je veux dire, il y a pas, il devait faire, mettons, 10-15% gros max de son share de revenus. Puis là, il a passé à 20-25%. Il n'a pas fait 60% de ses revenus non plus avec son e-com. Le grand avantage d'être dans le domaine du matériel d'art et de divertissement quand tout le monde est pogné à la maison, c'est qu'il y a bien du monde qui veut faire du tricot puis du bricolage. Puis donc, lui, je pense qu'il était au bon moment, de la bonne façon. Effectivement. Jacques, 5h03, je ne veux pas abuser plus de ton temps et de ta générosité. Ça se pourrait que je le fasse dans l'avenir, puis je te réinvite par contre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont l'air d'être ton fan. Il y en a un qui a demandé, il y a Malik qui nous demande, qui dit, pourrais-tu ouvrir un reality show 24 heures sur 24? Jacques Nantel nous parle de marketing, donc c'est un fan. C'est gentil, bonjour, merci. Écoute, tout le monde a bien apprécié, je pense. Fait que merci Jacques, puis merci d'avoir eu la patience de travailler les petits côtés techniques avec nous jusqu'à temps que ça marche. Puis, écoute, je te vois très bientôt. On se parle, je suis certain qu'on se parle très bientôt autour d'un site. J'y compte bien. Puis, merci de ta sagesse. Merci à tout le monde qui ont passé cet après-midi. Pour moi, c'est toujours plaisant, Jean-François. Tu avais de très bonnes questions comme étudiant. Tu as encore d'excellentes questions, en espérant que les réponses ont pu être utiles. Vraiment, merci. Puis, j'ai juste des nouvelles questions, en fait, mais ça se garde prochaine fois.
C'est bon. Merci à tout le monde qui a aidé aussi. Salut tout le monde. Merci. Au revoir.